I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a affirmé que les consultations à huis clos du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental témoignent de la présence continue de la question sahraoui à l'ordre du jour des Nations Unies. Le diplomate sahraoui a déclaré que la convocation de consultation par le Conseil de sécurité avec la participation des États-Unis ainsi que les positions exprimées par de nombreux membres du Conseil soulignent la nécessité d'une solution juste et durable garantissant au peuple du Sahara occidental son droit à l'autodétermination. De son côté, le conseiller du président américain pour les affaires africaines et moyen-orientales a également évoqué la question du Sahara occidental. بما يتعلق بالصحراء الغربية طبعا هو ملف مهم جدا، نحن مصممين إنه نلاقي حلول. Avec nous en ligne, Monsieur Oubi Bouchraya, merci d'accepter notre invitation, diplomate représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Vous êtes avec nous en ligne pour répondre à nos questions. Monsieur Oubi Bouchraya, je le disais à l'instant, Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur avec la MINURSO, a affirmé que l'autodétermination reste la seule voie légitime en vertu du droit international. Que faille-t-il aujourd'hui entendre par cette déclaration ? Je crois que les choses sont très claires maintenant. Il y a un processus onusien qui est en marche au Sahara occidental depuis 1991. Il y a un accord politique qui a été scellé entre les deux parties sous les auspices des Nations Unies. Bien sûr, le Maroc s'est retiré de la voie référendaire pour la raison qu'on connaît tous, c'est d'être certain d'une perte imminente après une consultation populaire au Sahraoui. Maintenant, je crois que le pari et le défi pour lesquels les Nations Unies, mais aussi les grandes puissances internationales, il faut, pour débloquer la situation, il faut relancer le processus politique, mais dans un contexte avec un objectif très bien déterminé. C'est lui de décoloniser les territoires en conformité avec la Charte des Nations Unies. Une autre option qui s'installe en dehors de ce contexte juridique et historique est condamnée à l'échec, mais en plus, elle mène nulle part parce qu'il n'y aura pas de solution en dehors de ce cadre. Une solution en dehors de ce cadre, c'est l'équivalent d'une imposition d'un fait accompli sur le peuple du Sahara occidental. Et je crois que le Front Polisario, le peuple sahraoui, a fait preuve d'une flexibilité et d'une volonté à contribuer, à aider et à faciliter la tâche des Nations Unies depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que les Sahraouis, on a commencé avec un référendum qui était prévu pour 1992 avec des questions seulement qui c'est l'indépendance et l'intégration au Maroc et avec un recensement des votants dans ce référendum qui s'est fait exclusivement sur la base du recensement espagnol. Mais le Front Polisario a fait preuve de positivité et de vouloir contribuer à relancer les choses et débloquer la situation. On a passé de ce référendum jusqu'à accepter le plan Becker en 2003, oui. Qui consiste pas seulement dans la deuxième partie qui est l'organisation des référendums, mais on passe par une phase d'autonomie avec des garanties internationales
pendant 4 à 5 ans. Et même dans ce référendum, où un nombre important de colons marocains seraient aussi recensés pour qu'ils votent dans ce référendum. Le Polisario a fait toutes ces concessions, c'est pour faciliter la tâche des Nations Unies. Mais malheureusement, au niveau du Conseil de sécurité, au lieu d'interpréter ces concessions comme une contribution à la paix au Sahara occidental, c'était interprété peut-être dans une autre forme, et le Conseil de sécurité, au lieu de s'imposer pour décoloniser le territoire et organiser le référendum qui était la mission centrale et le mandat central de la mission des Nations Unies, il s'est livré pratiquement le Conseil de sécurité à vouloir plaire les prétentions du Maroc et dévier le processus politique de son cours original qui était vers le référendum tout court et maintenant avec le wording qu'on a vu. Il s'agit par ailleurs, Monsieur Oubi Boushraya, d'un manque de volonté politique, n'est-ce pas? Je crois que le problème, bien sûr, c'est le Maroc. Il y a un manque de volonté politique très clair, bien ancré chez les autorités marocaines depuis toujours et jusqu'à maintenant. Mais le problème réside dans l'action ou peut-être même l'inaction du Conseil de sécurité vis-à-vis des obstacles et des entraves imposées par le Maroc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité qui s'est créée dans la région, pas seulement au Sahara occidental, mais dans la région de l'Afrique du Nord et le Sahel. Et le Conseil de sécurité, surtout après la rupture du cessez-le-feu, il faut qu'il en tire les leçons, les bonnes leçons, et il agisse en conséquence et relance le processus politique dans le cadre qui a été bien défini par l'ONU et par le Conseil de sécurité lui-même. Monsieur Oubi Boushraya, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Vous avez évoqué le Conseil de sécurité qui doit agir de façon rapide. Le Conseil de sécurité compte en son sein des pays qui ont le droit de veto et qui ont également des liens politiques, on va dire, avec le Maroc en l'occurrence. Est-ce qu'il vous semble que le frein aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement le Conseil de sécurité, mais que le frein réside dans des faits politiques, Monsieur Oubi Boushraya, ou dans des alliances politiques en l'occurrence? Malheureusement, et surtout pratiquement depuis le début du conflit jusqu'à maintenant, la lutte du peuple du Sahara occidental était malheureusement inscrite dans des contextes internationaux changeants tout le temps. C'était notre lutte, par exemple, elle était perçue dans le contexte de la guerre froide comme une lutte qui s'inscrit dans cette guerre qui existait entre les deux blocs. Après, maintenant, mais surtout récemment, avec la décision du Maroc de reconnaître Israël, de joindre les efforts des accords d'Abraham, le Maroc est en train de capitaliser sur les concessions honteuses que le Maroc avait fait pour Israël pour avoir des gains concernant le dossier du Sahara occidental. Les alliés du Maroc au sein du Conseil de sécurité étaient toujours là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des prises de position qui sont beaucoup plus explicites qu'auparavant, surtout par la France, mais aussi les États-Unis d'Amérique, mais ça demeure toujours des positions unilatérales qui n'ont rien à voir avec les positions de l'Organisation des Nations Unies et les positions multilatérales. Je crois que le point fort de l'accord sahraoui, c'est le fait qu'il est très clair, qu'il s'inscrit dans la légalité, et qu'il y a des décisions de partout, de l'ONU, mais aussi de l'Union africaine, là où la race et le Maroc siègent comme de pays à part entière, et même l'Union européenne, et surtout après les décisions historiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Je crois que le Maroc essaie de capitaliser sur les alliances et fructifier un peu ses prises de position en solidarité, en partenariat, en reconnaissant Israël. Mais je crois que c'est un pari qui est voué à l'échec et malheureusement le Maroc a payé trop cher pour pratiquement gagner rien du tout en fin de compte. Monsieur Oubi Boushraya, vous avez évoqué la Cour de justice européenne. Vous avez également, dans une précédente déclaration, condamné ce que vous avez décrit comme une tentative d'imposer un fait accompli concernant l'occupation du Sahara occidental impliquant des acteurs économiques européens. Comment expliquer le fait que des décisions de justice soient contournées avec, on va dire, autant de vigueur? Ça, c'est un des points de contradiction
principaux de la politique européenne vis-à-vis de son voisinage immédiat, qui est l'Afrique du Nord. Oui. L'Union européenne, qui est une organisation qui se proclame respectueuse du droit international et même du droit européen, et elle est en train de violer sa propre loi d'abord, puisque les décisions de la Cour de justice, c'est la Cour de justice européenne, et c'est juste pour servir un peu l'agenda du Maroc. Le Maroc, après avoir échoué et l'Union européenne avec de convaincre la Cour de justice de l'Union européenne de revenir sur ces décisions, maintenant ils sont en train d'essayer de contourner les décisions avec des initiatives unilatérales, bilatérales, par exemple les billets de route aérienne, des accords aussi avec des acteurs économiques qui viennent pour s'installer au Sahara occidental, l'énergie renouvelable, des boîtes économiques. Donc, c'est de venir au secours du Maroc après les décisions de la Cour de justice européenne, exactement pour impliquer des acteurs internationaux, européens en l'occurrence, pour consolider le fait colonial par le biais économique. C'est ça. Parce que le Maroc aujourd'hui s'élance, mais d'une façon accélérée dans sa troisième phase d'occupation stratégique du Sahara occidental, qui est la phase d'occupation économique. Il n'y a pas que l'Europe, il y a même des acteurs israéliens qui sont en train de s'installer au Sahara occidental par le biais de contrats signés avec les autorités marocaines. Loin d'être un exploit, ces implantations que vous citiez à l'instant peuvent être considérées comme le résultat d'un échec politique ou l'échec de tentative de faire passer un plan élaboré. C'est une tentative, après avoir échoué d'avoir un changement substantiel dans l'implication de l'ONU pour résoudre le conflit du Sahara occidental, échoué sur le plan africain après l'attachement de l'Union africaine à la race comme membre fondateur, après l'échec sur le front européen avec les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, le Maroc maintenant essaye de jouer cette carte économique pour avoir des acteurs, les impliquer pour consolider son occupation économique du territoire et essayer d'avoir une certaine légitimité à travers cette implication des acteurs internationaux. Alors, vous avez à cet effet souligné la présence ou en tout cas le fait que des compagnies aériennes opèrent sur le territoire sahraoui et agissent en dehors du droit international. Vous avez mis en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires contre les entreprises européennes si elles poursuivent leur activité dans la région. Il s'agit, dites-vous, monsieur Obi Bouchlaïa, de vols hebdomadaires entre Paris et Dakhla occupé. Et à l'instant, vous nous parliez, monsieur Obi Bouchlaïa, d'entreprises de l'entité sioniste qui aujourd'hui sont implantées dans le Sahara ou sur le territoire du Sahara occidental. Comment agir dans ces conditions, dans le cadre des textes de loi, dans le cadre de la légalité internationale, monsieur Obi Bouchlaïa? Oui, je crois que le Front Polisario, après les récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, est beaucoup plus, mieux armé pour attaquer ce genre d'actions qui se font exactement en dehors de la loi. Les compagnies aériennes, surtout Ryanair qui opère à partir de Madrid et Transavia qui opère à partir de Paris, et qui ont une destination qui est Dakhla, la ville sahraoui occupée Dakhla, ils se trouvent aujourd'hui dans le viseur de l'action légale et juridique du Front Polisario, étant le représentant légitime du peuple du Sahara occidental. Mais par ailleurs, monsieur Obi Bouchlaïa, pardonnez-moi, vous avez à cet égard indiqué que cela, en tout cas ce procédé, ravive les doutes juridiques sur le statut du Sahara occidental. Oui, tout à fait, exactement, parce que le statut du Sahara occidental, selon le droit international et selon l'ONU, est un territoire non autonome, en voie de décolonisation, enregistré parmi les 17 territoires à décoloniser, et selon la loi européenne, le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés. Oui. Et la Commission de l'Union européenne, récemment aussi, l'avait confirmé clairement que l'accord d'aviation signé entre le Maroc et l'Union européenne ne peut pas être appliqué au Sahara occidental
parce que l'espace aérien n'appartient pas au Maroc. Et après les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, je crois qu'on est bien placé maintenant pour engager des poursuites judiciaires contre les compagnies aériennes, mais aussi contre les autres compagnies qui essayent de violer les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et pratiquement aussi porter préjudice à la souveraineté du peuple du Sahara occidental. Souveraineté permanente, c'est les ressources naturelles. On est maintenant dans une phase un peu préliminaire dans ce sens. Et on a mis en garde pratiquement toutes ces compagnies. Je crois que on a un bon dossier à faire dans ce sens. Et notre objectif, c'est de faire respecter le droit et la souveraineté permanente de notre peuple sur ces ressources naturelles. Puisque le Maroc, il faut le savoir aussi, le Maroc finance son occupation au territoire du Sahara occidental par l'exploitation des ressources naturelles de ce territoire. Je crois qu'une réussite dans ce sens et continuer avec cette dynamique positive pour faire respecter la souveraineté de notre peuple, ça contribue à la neutralisation de ce qu'on appelle l'économie de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Cette économie attire avec la colonisation démographique, mais aussi la colonisation militaire du territoire du Sahara occidental. Monsieur Oubi Bouchlaïa, en ce début d'entretien, vous évoquiez le plan Baker et vous avez dit qu'à l'époque, le Front Polisario était ouvert à toute proposition. Que pensez-vous des récentes propositions, ou en tout cas des récents propos émis par Monsieur Bolos? On a tous écouté les propos du conseiller politique du président Trump. On est à l'attente de sa visite qu'il a annoncée, mais je crois que le cadre pour nous est très clair. Il y a un cadre international bien défini. Il faut rester dans le cadre. Le Front Polisario est prêt à contribuer pour relancer le processus politique dans des négociations directes avec l'occupant marocain, mais le cadre qui est le cadre du droit international et l'objectif qui est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental sont des éléments qui ne sont pas négociables pour nous. C'est clair. Monsieur Oubi Bouchlaïa, représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole occupée depuis 1975, n'a toujours pas de statut définitif. Entre 1980 et 1987, le Maroc y érige une barrière de séparation de 2720 km pour contrôler près de 80% du territoire. Une grande partie de la population a été forcée de quitter son pays d'origine pour les camps de réfugiés. À cet exode s'est ajoutée la politique de colonisation incitant de nombreux civils à s'installer au Sahara occidental. Nous voulons qu'ils nous donnent notre indépendance. Nous en avons assez de la souffrance d'être des sans-abri. Le 27 février 1976, le dernier soldat espagnol quitte le Sahara occidental. Le même jour, dans la ville de Bir Lahlou, Louali Mustafa Seyed proclame au nom du Front Polisario la République arabe sahraoui démocratique, dont il assurera la présidence jusqu'à son décès. Bismillah, wa bi'awn min Allah, wa tajsidan لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. La guerre est aussi intense sur le front diplomatique à l'ONU, avec l'Europe ou dans les instances africaines. En 1982, la République arabe sahraoui intègre l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. En 1991, l'ONU réussit enfin à faire accepter un cessez-le-feu. Envoie sur place la MINURSO, une mission de maintien de la paix qui a pour objectif d'organiser le référendum d'autodétermination
prévu pour 1992, mais toujours attendu. Nous sommes déçus qu'une fois de plus, le Conseil de sécurité soit incapable de trouver des arguments pour mettre en place un mécanisme international, légal et permanent concernant les droits de l'homme. C'est une anomalie que la MINURSO soit l'une des seules missions de l'ONU qui n'ait pas de mandat concernant les droits humains, et cela donne l'impression que le Conseil de sécurité ne fait que peu de cas des droits de l'homme au Sahara occidental. Les délégations américaines et iraniennes sont attendues ce samedi à Masrep pour poursuivre les pourparlers en parallèle de la prochaine rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff par l'intermédiaire du ministre omani des Affaires étrangères. En 2018, le président américain Donald Trump avait retiré, rappelez-vous, son pays d'un accord international sur le nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances 3 ans plus tôt et avait rétabli les sanctions. Cet accord cadre avait pour objectif de contrôler le programme nucléaire iranien et de permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent l'Iran. Réunis à Lausanne, en Suisse, le 2 avril 2015, les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord annonçaient le succès des négociations. Aujourd'hui, les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires, ont conclu une entente historique avec l'Iran qui, si elle est entièrement mise en place, l'empêchera d'obtenir une arme nucléaire. En tant que président et commandant en chef, je n'ai pas de plus grande responsabilité que la sécurité du peuple américain. Et je suis convaincu que si ce cadre mène à un accord final, total, cela rendra notre pays, nos alliés et notre monde plus sûrs. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas décisif. Nous avons trouvé des solutions sur des paramètres clés pour un plan d'action commun. La détermination politique, la volonté et le travail de toutes les parties ont rendu cela possible. Remercions toutes les délégations pour leurs efforts sans faille. Un tel accord ne bloque pas la voie de l'Iran à la bombe atomique. Il ouvre la voie à la bombe. Il pourrait bien déclencher une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient et augmenter considérablement les risques d'une guerre terrible. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'entente politique détaillée que nous avons atteinte est une base solide pour le bon accord que nous cherchions à atteindre. C'est la base d'un accord qui réduit les stocks d'uranium enrichi de l'Iran de 98% pour les 15 prochaines années. Ce résultat nous flatte. Cet accord est un encadrement politique qui détermine des dénouements essentiels des problèmes les plus aigus, y compris les problèmes de l'enrichissement, les problèmes de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie nucléaire et des questions sur la transparence et la question de l'assurance du contrôle par l'AIEA de tous les engagements. Nous avons fait un gros travail, nous avons eu des succès, nous avons fait des progrès et nous avons décidé d'aller de l'avant pour assurer à quiconque aurait eu des doutes, même si nous pensons que ces doutes sont infondés, que notre programme nucléaire est exclusivement pacifique. Il l'a toujours été et le restera toujours. Aucune de ces mesures n'inclut la fermeture de nos centrales. Le peuple d'Iran, qui est fier, n'accepterait pas cela. Nos centrales resteront ouvertes, nous continuerons à les enrichir, nous continuerons la recherche et développement. Notre réacteur d'eau lourde sera modernisé et nous continuerons l'activité de la centrale de Fordo.
Alors que le troisième cycle des négociations entre les États-Unis et l'Iran prévu ce samedi approche, Marco Rubio a exprimé la volonté de l'administration Trump de permettre à Téhéran de poursuivre un programme nucléaire civil basé exclusivement sur du combustible nucléaire importé, rapportant ainsi l'intention du président des États-Unis, Donald Trump. Je suis pour empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit grand, prospère et formidable. Lors d'une récente interview, le secrétaire d'État américain a précisé que si l'Iran, dit-il, voulait un programme nucléaire civil, il pourrait en avoir un, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, rajoutant « L'Iran doit importer des matières enrichies. Téhéran peut continuer à exploiter des réacteurs nucléaires, mais sa voie vers la bombe nucléaire sera bloquée car il ne sera pas autorisé à enrichir son propre uranium. » L'Iran refuse depuis longtemps de renoncer à sa capacité d'enrichissement d'uranium, insistant à plusieurs reprises sur le fait que son programme nucléaire est destiné à des fins énergétiques civiles. Bien que nous ayons de sérieux doutes sur les intentions et les motivations de la partie américaine, nous participerons malgré tout aux négociations en faisant preuve du sérieux qui caractérise la République islamique d'Iran et avec une détermination sans faille. Avec nous en ligne à partir de Téhéran, Monsieur Ali Reza Mohammadi, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, la maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Monsieur Ali Reza Mohammadi, je le disais à l'instant, le conseiller à la sécurité américain Mike Waltz a suggéré que les négociations avec l'Iran avancent considérablement, bien mieux et bien plus qu'avec les précédentes administration. Comment lisez-vous, Monsieur Reza Mohammadi, comment lisez-vous ce propos? Vous voyez, c'est un propos à l'usage interne américain, mais en concept, ce qui est vrai, c'est que l'Iran ne veut pas produire des armes nucléaires. Donc, de point de vue technique aussi, ça peut être vrai pour le côté américain qui veut s'assurer que l'Iran ne veut pas produire des armes nucléaires. Car l'Iran, il a dit depuis 20 ans qu'il ne produira pas des armes nucléaires. Les propos de l'Iran, tout de même, ont été beaucoup plus tranchés cette fois-ci face aux pressions des États-Unis, Monsieur Ali Reza Mohammadi. L'Iran a indiqué pouvoir aller au-delà des limites que Téhéran s'est imposées précédemment. L'Iran veut être un pays de seuil, mais si jamais il y a une menace crédible nucléaire, toute logique impose une réponse appropriée. Donc ce que l'Iran dit, c'est basé sur cette logique. L'Iran reste un pays de seuil, mais si jamais il y a une menace crédible nucléaire, l'Iran répond de la même manière. Les menaces crédibles sont liées à la situation régionale, Monsieur Ali Reza Mohammadi? Regardez, l'Iran, c'est un pays qui obtient sous son territoire 7 à 9% des ressources planétaires. Et donc, toutes les sanctions économiques et tout ça qui ont été imposées sur l'Iran, c'est pour que l'Iran ne soit pas en mesure de exploiter ses ressources. Parce que c'est clair que ça devient une forte puissance économique et d'autres. Et donc, oui, ça concerne l'Iran même et le rôle que l'Iran joue dans la région et le rôle que l'Iran veut jouer avec la région dans l'ordre mondial. Et donc, les menaces viennent précisément sur le rôle que l'Iran peut jouer sur le changement ou l'adaptation de l'ordre mondial avec les nouvelles situations. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, la maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Laissez-moi vous poser cette question, Monsieur Mohammadi. Quel rôle veut jouer l'Iran dans la région? Quel rôle peut jouer l'Iran dans la région? L'Iran, depuis sa révolution islamique, il y a 47 ans, demande à toutes les nations et à tous les États de la région et du monde que l'ordre mondial doit être révisé et qu'il y a 90% de la population mondiale qui ne sont pas inclus dans l'ordre actuel. À l'heure actuelle aussi, c'est la même chose. Et donc, le rôle que l'Iran joue chez elle-même, dans la région et dans le monde, c'est de faire d'une manière que un ordre équitable soit rétabli du point de vue économique, du point de vue idéologique, social et toute autre chose qui concerne l'être humain.
ou même des chances un peu plus pour les nations qui ont été opprimées pendant plusieurs centenaires. La Palestine en l'occurrence, les Palestiniens en l'occurrence? Oui, la Palestine, c'est où on voit très bien que l'ordre actuel mondial se frotte profondément avec la volonté humaine, avec la volonté d'une nation opprimée. Mais c'est pas seulement la Palestine, le continent africain tout de même, ça peut être la même chose, le Moyen-Orient aussi, l'Amérique latine aussi. Donc c'est pour ça que l'Iran, avec 9% des ressources planétaires, doit être contenu du point de vue occidental. Monsieur Ali Reza Mohammadi, l'Iran a conditionné ces négociations au retrait des forces d'occupation sionistes du sud du Liban. Le sud du Liban a été cité nommément. Regardez la géographie du Liban. C'est une géographie internationale. Dans un petit pays, il y a les musulmans, les chrétiens, différents types de musulmans, les sunnites, les chiites et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on propose, non seulement au Liban, en Iran aussi et partout dans le monde, c'est que toute idéologie doit être libre de s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on n'acceptera jamais que l'entité zioniste impose ses politiques expansionnistes sur tous les pays de la région. Pas seulement le sud du Liban, sur la Palestine aussi, la Jordanie aussi et tout le monde. Alors, je dis le Liban, car le Liban a été cité nommément, Monsieur Ali Reza Mohammadi, par l'Iran en l'occurrence. L'occupation du Golan, par exemple, n'a pas été une condition sine qua non lors de ces négociations. Parce que maintenant, on ne veut pas interférer dans les affaires de la nouvelle Syrie. Sinon, c'est l'occupation qui est en question. Si jamais l'entité zioniste, si jamais on réussit à imposer l'entité sioniste qui sort du sud du Liban, donc de même logique, on peut lui imposer qui sort du Golan. Donc c'est la même chose, c'est la même logique, mais on ne veut pas interférer dans les affaires de la nouvelle Syrie. Il a été indiqué que ce sont des négociations ou des discussions directes qui auraient dû avoir lieu entre les deux parties, iraniennes et américaines. Cela ne s'est pas fait dans ces conditions. Il faut savoir que quand le président actuel américain, il y a 10 ans, il est sorti de l'accord entre l'Iran et les pays de 5+1, donc maintenant il faut qu'il paye quelque chose pour qu'on revienne à l'accord. De même, ce même président, c'est celui qui s'est dit fier pour ordonner l'assassinat d'un grand général iranien. Donc c'est pour cela que nous, on impose nos conditions. Vous avez vu très bien que même les Américains, quand ils ont insisté que les négociations soient en Europe et en Italie, qui est un pays neutre pour nous, on n'a pas accepté que les négociations se passent au ministère des Affaires étrangères de l'Italie ou quelque part. Oui. Chez l'ambassade d'Oman en Italie. Ça donne de forts signaux que l'Iran, cette fois-ci, n'acceptera pas à toutes conditions imposées. L'Iran négocie pour avoir un meilleur accord. Si jamais il y a, c'est bien. Sinon, toute négociation n'aboutit pas à un résultat. Vous avez évoqué le précédent accord, l'accord des 5+1, annulé par Donald Trump lors de son premier mandat. Le Conseil à la sécurité des États-Unis a aussi indiqué que les clauses dans ce précédent accord ne figurent plus. C'est le convenu avec le président Barack Obama. Ça, à nouveau, c'est un discours politique interne américain. Sinon, il est clair qu'on n'accepte pas. On n'accepte même pas les mêmes conditions maintenant, après 10 ans. Et donc, il est clair qu'il n'y a pas de clauses qui peuvent être améliorées pour le côté américain ou pour le côté occidental. L'Iran, maintenant, n'accepte pas un accord qui soit pas considéré mieux pour l'Iran. Est-ce que les arguments avancés qui indiquent que l'Iran est aujourd'hui affaibli après plusieurs mois de guerre, là je cite évidemment, et je soumets cela à votre appréciation, pourraient conduire l'Iran à faire des concessions? Est-ce que vous partagez ce point de vue et que répondez-vous à ces arguments? Quand on voit l'Iran de l'intérieur, l'Iran, il s'est pas affaibli durant la dernière décennie, pas seulement la dernière année ou il y a 2 ans. Quand on voit l'Iran de l'intérieur, il y a un plus grand confort social que par rapport à il y a 10 ans. Mais du point de vue régional, avec la tombée de la Syrie, avec l'assassinat de chef de l'Hezbollah, avec les génocides que l'entité zioniste a fait en Palestine, tout le monde peut considérer que de toute façon, dans ces régions, la position iranienne s'est affaiblie. Alors que, en même temps, l'Israël, qui est le joueur principal de l'Occident dans la région, il s'est affaibli encore plus.
il s'est affaibli non seulement à l'échelle territoriale, à l'échelle des territoires occupés, mais il s'est affaibli aussi à l'échelle régionale, il s'est affaibli aussi à l'échelle internationale. Et il est sous une grande pression, son Premier ministre et son gouvernement. Et les occupants des territoires, moralement, ils sont sous pression, c'est-à-dire militairement et tout ça. Et donc, quand il parle de l'affaiblissement iranien, c'est pour dévier les attentions sur l'affaiblissement de l'Occident dans notre région. À la différence, pardonnez-moi, monsieur Ali Reza Mohammadi, à la différence de l'Iran, l'entité sioniste continue à bénéficier du soutien des États-Unis, aussi bien militaire que financier. L'entité continue à bénéficier de cette impunité qui aujourd'hui fait tâche avec tout ce qui est règles et droit international, monsieur Ali Reza Mohammadi. Oui, mais il y a une date d'expiration pour toute impunité, comme il y avait une date d'expiration pour les impunités françaises et britanniques en Afrique et partout dans le monde. Il y a aussi une date d'expiration, une date de terminaison pour les impunités de l'entité zioniste dans notre région. Donc c'est pas grave. Il continue et il arrive à la fin. Monsieur Ali Reza Mohammadi, les discussions techniques entre experts iraniens et américains sur le programme nucléaire iranien initialement prévu mercredi ont été reportées à ce samedi, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères. Son porte-parole, monsieur Esmaël Baghaei, a indiqué que ce report avait été décidé à la demande d'Oman et avec l'accord des deux délégations, sans toutefois préciser les motifs. Peut-on avoir une idée de ces motifs, monsieur Ali Reza Mohammadi? Les discussions ne doivent pas continuer, c'est-à-dire normalement, ces discussions ne doivent pas continuer si rapide. Il faut que tous les côtés s'adaptent à une vitesse moyenne. Les discussions ne peuvent pas aboutir dans un délai de 2 mois. Je vous dis dès maintenant que ça va prendre 5 mois ou 6 mois, si jamais on cherche un aboutissement. Plus tard aussi, on aura peut-être des discussions une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines. Ça dépend d'eux. L'Iran prend son temps? Oui, l'Iran, il n'est pas forcé d'avoir un accord. Cette fois-ci, ce sont les Américains. Cette fois-ci, c'est cette administration américaine qui est sous pression d'avoir un accord avec l'Iran. Et donc, nous, on n'est ni pressés, on va pas faire perdre le temps, et on n'est pas aussi pressés. L'administration américaine serait sous pression du fait de quoi précisément, monsieur Ali Reza Mohammadi? Parce que tout le monde a fait comprendre à président américain et son équipe que la sortie de l'accord iranien a permis à l'Iran d'avancer ses programmes, non seulement nucléaires, ses programmes sociaux, régionaux, économiques et nucléaires. Et donc, cette fois-ci, le président américain, il va se récupérer. Alors, pour nos auditeurs, nous rajoutons qu'en 2021, la Chine a signé avec l'Iran un vaste accord stratégique d'une durée de 25 ans. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans, monsieur Ali Reza Mohammadi. Ce grand partenariat couvre des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité et les communications aussi, monsieur Ali Reza Mohammadi. Donc, oui, regardez, de toute façon, nous, l'Iran, maintenant, on fait partie de l'organisation de coopération de Shanghai. On est partenaire de l'organisation économique de Eurasie. On fait partie de BRICS et tout ça durant les sanctions américaines et occidentales. Donc, ce qui est trop clair entre nous, la Chine, la Russie et tous nos pays voisins, c'est que on collabore ensemble et on voit pas les sanctions qui existent en vérité. Sinon, il n'était pas possible de joindre le Shanghai, l'Eurasie et le BRICS. Et donc, ça, c'est un souci résolu pour nous. Ça reste dans les mentalités occidentales. Que l'Iran, il est sous sanction, donc l'Iran, il est en train de s'affaiblir. En vérité, je veux pas dire que les sanctions n'ont pas d'impact, mais après 20 ans de sanctions fermes et 40 ans de sanctions, on sait très bien quoi faire avec les sanctions. Monsieur Ali Reza Mohammadi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes le coordonnateur de House of Wisdom, Maison de la Sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Merci. Moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère. Ce soir à minuit, un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran.
Le 1er février 1979, Khomeini est de retour à Téhéran. Après plus de 14 années d'exil, il confie la direction d'un gouvernement provisoire à Mahdi Bazargan. Le 11 février marque la victoire de l'ayatollah qui s'affirme dès lors comme chef de la révolution en Iran. Cette révolution confiera ultérieurement le Shah. Cette révolution, Khomeini n'a pas pu la fomenter seul. Reza Pahlavi parlera de soutien. Il évoquera des experts qualifiés en propagande payés pour mettre en exergue et en opposition la tyrannie d'une monarchie agressive face à des démocrates libéraux et révolutionnaires qui voulaient sauver le pays. I know that top experts in propaganda were used to show us like tyrants and monsters, and the other side as democratic, liberal revolutionaries who wanted to save the country. La République islamique est instituée par référendum les 30 et 31 mars. Puis, par un second référendum, une constitution est adoptée le 2 décembre suivant. Elle institue notamment un président et un parlement élus au suffrage universel direct pour 4 ans. Elle consacre la domination du pouvoir religieux sur l'ensemble des institutions avec à sa tête le guide de la révolution. Le 4 novembre 1979, en fin de matinée, quelques 400 étudiants prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plusieurs étudiants parviennent à escalader les murs d'enceinte de l'ambassade et font face aux Marines qui ont l'ordre formel de ne pas tirer en cas d'intrusion. Les militaires américains tentent de les repousser pendant près de 2 heures à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Monsieur Warren Christopher, le négociateur américain à Alger, a multiplié ces dernières heures ses rencontres avec les Algériens. Ce matin, il était au ministère des Affaires étrangères, sans doute pour apporter les dernières réponses. Mais de sa part, c'est toujours le mutisme total. On assiste à l'ambassade des États-Unis à Alger un extraordinaire balai de portières, spécialistes de toutes sortes, arrivés en droite ligne de Washington avec de grosses valises bien mystérieuses. Finalement, la libération des otages est décidée en échange du dégel des fonds iraniens et de la promesse qu'aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre les autorités iraniennes. Les otages sont libérés à Alger le 20 janvier 1981, 12 minutes après l'adresse inaugurale du président Reagan. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Avant la révolution contre le Shah, les États-Unis étaient le premier partenaire économique et militaire de l'Iran. L'Iran a compté jusqu'à 30 000 expatriés américains qui ont exercé des fonctions techniques, de conseil ou encore d'enseignement. Aujourd'hui, les relations commerciales bilatérales sont limitées par des sanctions américaines. Le gouvernement américain interdit presque toute transaction avec l'Iran à travers l'application de Iran-Libya Sanction Act, voté en 1996. De toutes parts, les menaces fusent. Monsieur le président américain Trump, ne jouez pas avec la queue du lion, sinon vous le regretterez. Cela vous apportera un regret éternel. Est-il possible que tout le monde dans la région vende son pétrole et que nous restions les bras croisés à regarder ça? Les Américains disent qu'ils ne permettront pas à l'Iran d'exporter une seule goutte de pétrole. Pensez-vous que l'Iran est si faible? Nous allons nous défendre. Nous sommes des hommes de résistance. Toute la nation iranienne résistera. De son côté, dans une interview donnée à CBS, Donald Trump a annoncé que des troupes américaines resteraient en Irak pour garder un œil sur l'Iran. Nous avons une base en Irak et cette base est fantastique. L'une des raisons pour lesquelles je veux garder cette base, c'est parce que je veux surveiller l'Iran. L'Iran est un vrai problème. Si par exemple certains veulent se doter d'armes nucléaires, nous le saurons bien avant que ça arrive. Participé à ce programme Obi Bushraya, diplomate représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève.
Ali Reza Mohammadi, coordonnateur de House of Wisdom, maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.